Sébastien Chenu. Bonjour, merci de m'accueillir. Notre invité politique ce matin, député du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale et on retrouve avec plaisir Christelle Bertrand. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Christelle madame. Du groupe La Dépêche, bien évidemment. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous Sébastien Chenu, mais on va commencer par ce texte qui est présenté ce matin au Conseil des ministres, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit une augmentation des moyens pour les forces de l'ordre et pour la sécurité. Hier, Elisabeth Borne a dit augmentation de 8 500 postes de policiers et gendarmes en 5 ans, dont 3 000 en 2023. Vous soutiendrez ce texte ? On ne s'opposera jamais à l'augmentation des forces de sécurité dans notre pays, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Enfin, tout ça, c'est la version allégée d'un précédent projet de loi. Tout ça a déjà été annoncé, tout ça est déjà dans les cartons. Il n'y a pas d'efforts supplémentaires. Il va falloir que Gérald Darmanin et Elisabeth Borne arrêtent de claironner des choses qui sont déjà actées depuis fort longtemps. Mais de toute façon, nous souhaitons des moyens supplémentaires. Dans le projet politique de Marine Le Pen pour la présidentielle, de mémoire, c'était le recrutement de 10 000 effectifs supplémentaires. Il y avait des policiers, des gendarmes et aussi des administratifs. On y est presque. Oui, on n'y est pas encore, mais surtout, derrière, il y a la nécessité... C'est même l'objectif qu'Emmanuel Macron à la fin du quinquennat. Il y a la nécessité de trouver des vocations, ça c'est le premier maillon, qui me semble pas très anticipé par le gouvernement. Je ne vois pas de campagne de recrutement, de sensibilisation. Et quand on voit la façon dont sont traités les policiers et les gendarmes dans ce pays, trouver des vocations demain... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que ce chiffre ne sera pas atteint parce que plus personne... Je ne dis pas qu'il ne sera pas atteint, j'espère qu'il sera atteint, mais je dis qu'effectivement, on aura, comme dans toutes les professions d'autorité, une crise des vocations, parce que ces professions d'autorité ou de protection des Français, c'est pareil chez les pompiers qui ont de plus en plus de mal à trouver des effectifs, c'est pareil pour les médecins qui se déplacent dans certains quartiers. On a du mal aujourd'hui à trouver des professionnels pour protéger les Français parce qu'ils sont maltraités, parce qu'ils sont mis en danger, et donc sur l'aspect des effectifs, il faut anticiper les choses. Et puis la deuxième chose, c'est anticiper les choses, c'est-à-dire aussi mieux considérer financièrement ces forces de l'ordre, leur donner des moyens, les moyens de travailler. Les commissariats sont dans de tristes états bien souvent. Moi, j'ai invité le ministre de l'Intérieur à venir à Denain, dans ma circonscription. J'espère qu'il fera cet effort pour voir l'état dans lequel travaillent les forces de l'ordre. Ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, le deuxième maillon le plus difficile, c'est la justice, parce que recruter des policiers, les mettre sur le terrain, 3 000 l'année prochaine, ça veut dire 500 effectivement, physiquement présents sur le terrain, avec les rattrapages d'heures supplémentaires, les congés maladie, etc. Ça fait à peu près 500 personnes sur le terrain. Bon, derrière, si le maillon de la sécurité, de la justice n'est pas traité, justice particulièrement déficiente, on le voit encore avec la problématique du jeune Maxime Roussel, ce jeune homme qui a été assassiné il y a 10 ans, et dont on a vu que le meurtrier était sorti et avait lui-même agressé un chauffeur de taxi aujourd'hui. Bon, si cette problématique de la sécurité et de la récidive n'est pas traitée dans le pays, de la justice et de la récidive, eh bien, ces effectifs ne serviront Bon, mais juste pas. pour qu'on soit clair, vous êtes parti pour le voter, ce texte, ou pas ? On va voir ce qu'il y a dedans. Vous savez, il est présenté ce matin. Moi, je me méfie toujours des effets d'annonce parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et derrière, c'est souvent beaucoup de vent brassé. On l'a vu avec l'affaire Iqiyoussen. Sincèrement, moi, je me rappelle de tout ce que nous a raconté Gérald Darmanin. L'année dernière, les trafiquants de drogue ne dormiront plus. Bon, je pense que ça va, il est 8h du matin, je pense que tout le monde dort bien tranquille. Les OQTF seront toutes appliquées. Le président Macron, bon, on veut qu'on lui rappelle les chiffres, je crois qu'il y a 10% des OQTF qui sont appliqués sur le territoire. Les féminicides étrangers seront tous expulsés. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tous les gens qui violentent leur conjointe et qui sont étrangers sont toujours sur le territoire français. Il y a un problème de dialogue avec les pays vers lesquels oui, pas seulement, parce qu'on a vu dans l'affaire Iqiyoussen que le problème de dialogue avec les pays, notamment le Maroc, pouvait très bien se régler puisque le Maroc était partisan, était d'accord pour reprendre Iqiyoussen. Iqiyoussen, ça fait une semaine, bientôt 10 jours, qu'il court dans la nature. Là aussi, on a un sentiment d'humiliation permanente de notre pays lorsqu'il s'agit d'ouvrir le dossier de l'immigration. Donc, je me méfie des annonces de Gérald Darmanin. Juste un mot là-dessus, puisque vous avez dit que vous souhaitez un changement de la loi pour faciliter les expulsions. Est-ce que vous allez prendre une initiative à l'Assemblée nationale dès la rentrée parlementaire ? Oui, mais de toute façon, vous savez, nous, les propositions qu'on a faites, on les refera. Je vous donne des exemples simples. On avait proposé, par exemple, que les fichiers S soient connus des maires des communes dans lesquelles ces fichiers S résident. C'était un outil qui ne coûtait pas 1 euro, un outil d'information. Je pense que dans l'affaire Iqiyoussen, ça aurait été bien utile que le maire soit informé de la présence d'un fichier S. Enfin, elle le connaissait puisqu'il était imam, mais dans un certain nombre de situations, ce serait bien intéressant que les maires sachent, bon,
Le gouvernement ne l'a pas voulu. Dans cette affaire, vous pointez les manquements de la part du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. C'est plus qu'un trou dans la raquette dans l'affaire Ikloussen. Enfin, je veux dire, le type est en cavale. Ça fait un mois qu'on parle de lui. Les services de l'État n'ont pas été fichus de le surveiller pendant un mois. Aujourd'hui, il est dans la nature alors qu'il devait être expulsé. Mais vous dites une faute de Gérald Darmanin dans ce dossier. Vous savez, on a connu des ministres de l'Intérieur qui, après une affaire comme le Stade de France, enfin 2 affaires d'ailleurs, comme le Stade de France et l'affaire Ikloussen, auraient rendu leur tablier avec un peu de panache, un peu d'élégance, en disant je n'ai pas été à la hauteur. Donc, si vous voulez, Gérald Darmanin brasse beaucoup de vent, mais il n'y a rien derrière. Il y aura une proposition de loi, puisque maintenant vous avez un groupe à l'Assemblée nationale, vous avez des niches parlementaires, donc ça fera partie des premiers textes. Pour la niche parlementaire du mois de janvier, on va voir ce qu'on met dedans. On est en train d'y réfléchir. Ça peut être un sujet sécurité, un sujet immigration, un sujet pouvoir d'achat, ça peut être plusieurs sujets. On est en train de regarder ça attentivement. On en parlait hier avec Marine Le Pen. Mais il y aura évidemment des propositions du groupe Rassemblement national en matière de sécurité et d'immigration qui seront excessivement pertinentes, pointues, chiffrées, concrètes, parce que ce qu'il faut, c'est du résultat. Mais je vous le dis, sans avoir rénové l'appareil judiciaire français, les moyens donnés à la police ne suffiront pas. Un mot sur un autre texte. Autre projet de loi qui est présenté en Conseil des ministres ce matin, celui sur l'assurance chômage. Quelques pistes commencent à apparaître et notamment l'idée de réduire la durée d'indemnisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que là encore, le gouvernement s'y prend attrape le sujet par le mauvais bout. C'est-à-dire que moi, je vois bien, je rencontre plein de patrons de PME, de TPE qui ne trouvent pas de gens pour travailler dans leur entreprise. Ce n'est pas en tapant ceux qui cherchent du boulot, ceux qui n'en cherchent pas, moi je suis d'accord pour qu'on sanctionne des gens qui ne cherchent pas effectivement de travail et qu'on contrôle tout ça. Mais ce n'est pas en faisant la chasse aux chômeurs qu'on va résoudre le problème. J'entendais ce matin sur une chaîne concurrente un patron de bar-restaurant qui dit « Moi j'ai besoin d'un cuisinier ». Un cuisinier, ça se forme. Ce n'est pas parce qu'on va réduire les allocations chômage de gens qui ne trouvent pas d'emploi qu'on va créer un cuisinier. Donc il faut faire un effort sur la formation et l'attractivité des métiers. C'est la raison pour laquelle nous on propose aussi une hausse de 10% des salaires, de tous les salaires, négociés avec évidemment les employeurs à travers une suspension des charges patronales. En échange de cette suspension des charges patronales, une hausse des salaires. Si les salaires ne sont pas meilleurs, si les gens ne sont pas formés, le gouvernement pourra taper sur les chômeurs tant qu'il faut. C'est pas pour ça qu'il trouvera des cuisiniers dans les restos. Il n'y a pas un plus grand écart entre les gens qui sont au chômage et les gens qui travaillent au niveau des salaires et de la rémunération. Non mais ce qu'il faut, c'est que le travail soit rémunérateur plus que le chômage, ça c'est une nécessité, mais il n'empêche que ce n'est pas en tapant sur les chômeurs qu'on créera des cuisiniers, des soudeurs, des chaudronniers, qui sont des professions bien rémunérées d'ailleurs, mais qui manquent sincèrement d'attractivité, et pour d'autres professions, des professions qui sont mal rémunérées. Les professions du soin, souvent, sont très mal rémunérées. Donc c'est un texte que vous ne voterez pas, ce texte sur la Ce texte-là, nous ne le voterons pas. On va parler de la crise énergétique. Un mot peut-être d'abord avant de parler de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la polémique qui a eu lieu ces derniers jours sur cette phrase de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Alors il a dit hier regretter sa blague sur les chars à voile. Ça vous a choqué, vous ? Bon, montons pas sur nos grands chevaux. Enfin, moi j'attends rien des footballeurs. Je veux dire, j'attends rien des footballeurs qui ont des vies qui ne ressemblent pas aux nôtres. Quand on demande à tous les Français de faire des efforts, est-ce qu'ils doivent bien pas sûr, aussi je pense que ce qui serait bien, c'est qu'ils aient conscience que la vie, ce n'est pas leur vie. La vie de la population, ce n'est pas leur vie. La deuxième chose, je déteste les procès en sorcellerie. Donc oui, Galtier et Mbappé ont fait une blague qui n'était peut-être pas de très bon goût, mais enfin, ça suffit maintenant. Donc on ne peut plus rire de rien. On ne peut pas rire du dérèglement climatique. C'est fini, on peut plus rire de rien. En fait, c'est Sandrine Rousseau qui a gagné la partie, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rire de rien. On va quand même pas les enfermer parce qu'ils ont fait une blague. Et puis surtout, c'est très hypocrite. Quand Elisabeth Borne et les autres disent c'est scandaleux, etc. Oui, c'est pas terrible cette blague. Moi, je suis d'accord, c'est pas terrible. Mais enfin, ça empêchera pas toute cette équipe de politique d'aller au match au Qatar dans les mois qui viennent. Ça empêchera pas avec hypocrisie d'aller soutenir nos
équipes au Qatar, dans un pays qui n'est pas particulièrement... Il faut un boycott. Pour vous, Alexis Corbière, hier à votre place, il disait il faut que l'équipe de France boycotte. Dans tous les cas, je pense que le partenariat que la France a avec le Qatar concernant ces matchs me semble particulièrement indécent. Moi, je pense que... D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur n'a pas répondu non plus à ça, parce qu'on envoie des policiers au Qatar, on envoie des forces de l'ordre pour les aider à assurer la sécurité et l'accueil de milliers, centaines de milliers de supporters. On avait demandé combien de femmes policiers étaient envoyées au Qatar. On attend toujours la réponse. Je pense que ça en dit long sur l'état d'esprit qui anime ces pays-là. Mais vous n'appelez pas un boycott ? J'appelle à, sincèrement, pas participer à tout ça. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont avancées. Non, mais les choses sont avancées. Donc, ça va se faire. Donc, c'est trop tard. On ne va pas boycotter quelque chose qui est en cours. Mais, sincèrement, il n'y avait pas besoin d'aller au Qatar pour le faire. Il était plus intelligent de ne pas le faire au Qatar. L'appel à la sobriété qu'a lancé le président de la République mi-juillet, puis à nouveau à la rentrée, est-ce que vous le partagez ? Est-ce qu'il était nécessaire de l'exprimer aussi fortement ? Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, d'abord, c'est jamais de leur faute. C'est jamais de sa faute, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est Galtier. La responsabilité, c'est les Français qui ont la clim. Il faudra aussi qu'il nous raconte qui a la clim chez lui. Quand il dit qu'il faut arrêter la clim. Je ne sais pas si vous avez la clim chez vous, mais enfin, moi, je connais peu de gens dans ma circonscription et moi-même, je n'ai pas la clim. Donc, totalement hors sol. C'est les Français qui doivent moins se chauffer, qui doivent mettre des pulls et baisser le chauffage. Et puis surtout, on a le sentiment qu'on passe notre temps à payer les erreurs de ce gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'avait pas anticipé les masques et les vaccins, hop, confinement. Le gouvernement a une politique du zigzag concernant le nucléaire. Eh bien, on en vient à dire aux Français, vous allez payer les erreurs politiques de ce gouvernement. Donc, vous ne partagez pas l'analyse qui serait de dire que les Français doivent faire des économies d'énergie actuellement ? Madame, petit geste égale petites économies. Donc les Français qui sont pleins de bonne volonté veulent bien faire des petits gestes dans le quotidien, mais ce n'est pas ça. La réalité nous oblige à dire que ce n'est pas ça qui va changer le cours des choses. Ce qui changera le cours des choses, c'est une politique totalement différente. Or, Emmanuel, c'est la politique des contrats de libre-échange, c'est la politique nucléaire qu'il faut assumer dans ce pays et qu'Emmanuel Macron a refusé d'assumer en fermant Fessenheim. Ça, ce sont des grands gestes structurants pour l'économie du pays, pour le dérèglement climatique, pour la protection de notre planète. Ça, ce sont de grands gestes. Dire aux Français qu'on va cumuler les sanctions contre eux, qu'il faut se serrer la ceinture du matin au soir, c'est non seulement irresponsable, mais peu courageux. Parce qu'Emmanuel Macron fait porter la responsabilité sur le dos des Français, alors que la responsabilité, c'est la sienne. Cette question du nucléaire, puisque vous en parliez, Olivier Marleix, qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, lui veut une commission d'enquête sur le nucléaire pour pointer les responsabilités du pouvoir dans la perte d'indépendance énergique. C'est une bonne initiative. Oui, très bonne idée. Nous, on est d'accord. On souhaitait une commission d'enquête sur la gestion d'EDF. Moi, je pense qu'il faut regarder un petit peu qui est responsable de quoi. Je pense qu'Emmanuel Macron a une immense responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, la France soit obligée d'aller chercher de l'électricité en Allemagne, puisque c'est ce qu'il a annoncé. Il veut aussi réviser la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Là aussi, vous soutenez ça ? Moi, je pense qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité. Je pense que la nécessité aujourd'hui, et d'ailleurs le gouvernement n'est pas clair non plus là-dessus, c'est sortir du marché européen de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'électricité, son prix est indexé sur celui du gaz. Nous, on ne manque pas de gaz en réalité en France. Et d'ailleurs, les réserves en gaz sont quasiment à 100%. On ne manque pas de gaz, mais notre électricité est indexée sur le prix du gaz par un système européen. Bruno Le Maire avait dit il y a quelque temps oui pour en sortir, puis maintenant ils disent on va changer ce mécanisme européen de l'électricité, et puis à la fin rien n'aura été fait. Et on revient sur la fermeture des réacteurs ou pas ? On revient sur cette loi de programmation ? Non, mais il faut aller vers non seulement la réouverture d'un maximum de réacteurs nucléaires dans notre pays, la rénovation, c'était aussi le plan de grand carénage que proposait Marine Le Pen à la présidentielle. Un autre débat a animé cette rentrée politique, celui sur la taxe sur les super-profits. Vous aviez déposé un texte sur ce sujet ? Oui, nous avons déposé un texte sur ce sujet que ni les Insoumis ni les Républicains n'ont voté. Vous savez que cette taxe sur les super-profits, elle se fait dans d'autres pays. Elle se fait en Grande-Bretagne, elle se fait, je crois, en Espagne également, en Italie. En tout cas, d'autres pays européens ont choisi de taxer les super-profits. Je pense que c'est une nécessité et que c'est une nécessité pas seulement symbolique, c'est une nécessité économique. Il y a des grandes entreprises, pas uniquement les entreprises d'énergie, je pense aussi à CMA-CGM par exemple, qui ont augmenté leurs bénéfices
grâce ou à cause de cette guerre en Ukraine, ils doivent contribuer davantage à l'effort national, plus que les Français eux-mêmes d'ailleurs. Sur le budget, vous irez dialoguer avec Gabriel Attal pour préparer le texte ou pas ? Et Gabriel Attal sait ce qu'on veut. Nous, on veut ce qui se fait ailleurs en Europe. On veut baisser le coût des énergies, la TVA sur les énergies à 5%. Vous avez vu là encore, en Allemagne, on baisse la TVA sur les énergies, sur le gaz en tous les cas à 7%. Pedro Sanchez a annoncé à 5% en Espagne. Gabriel Attal, s'il nous écoute ce matin, c'est très bien ce qu'on veut. Pas besoin d'aller ouvrir un énième dialogue. Je n'en vois pas l'utilité aujourd'hui. Et vous voterez le budget ? Ah non. Non, on va pas voter un budget qui va à l'inverse de ce que nous souhaitons. Nous souhaitons une augmentation de 10% des salaires. Il n'y a rien du tout là-dedans. Nous souhaitons une taxe sur les super-profits. Je ne vois rien arriver. Là aussi, politique du zigzag permanent, on ne comprend plus rien. Madame Borne était d'accord, puis maintenant c'est européen, Bruno Le Maire était contre. Bon, nous, au moins c'est clair, on souhaite cette taxe sur les super-profits. Augmentation des salaires, taxe sur les super-profits, TVA à 5% sur les énergies. Il n'y a rien dans le budget. On ne va pas voter un budget qui ne rend pas aux Français leur argent. Mais pourquoi ne pas aller à Bercy, justement, pour essayer de faire en sorte, puisque Gabriel Attal est ouvert au dialogue ? Mais parce que je pense que c'est un exercice d'enfumage. Parce qu'en fait, ils ne bougeront pas d'un centimètre. Sur plusieurs sujets qu'on vient d'évoquer, l'allocation chômage, la taxe sur les super-profits, le budget, vous avez des points d'accord avec la NUP. Est-ce qu'il y a des discussions entre vous ? Est-ce que vous voterez des choses ensemble ? Est-ce qu'il peut y avoir des accords pour mettre en minorité le gouvernement ? Non, mais je crois que ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez, notre obsession, ce n'est pas de mettre en minorité le gouvernement. Contrairement de faire aboutir, en tous les cas. Mais c'est de faire en sorte qu'une autre politique soit menée pour le pays. Si d'autres groupes politiques sont d'accord avec nous et qu'ils votent nos propositions, nous en serons ravis. En tous les cas, nous savons voter les propositions d'autres groupes politiques à partir du moment où ça va dans la logique, dans la philosophie que nous défendons, rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Donc moi, ça ne me gêne pas. C'est un reproche que vous faites à la NUP, ça ? Oui, parce qu'ils n'ont pas voté notre taxe sur les super-profits, parce qu'ils ne sont pas favorables à la hausse de 10% des salaires pour tous les Français qui travaillent. En fait, la NUPS, ils sont dans la déconstruction, dans le conflit permanent, dans la bordélisation de l'Assemblée nationale, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. On va parler du Conseil national de la refondation. Oui, vous avez refusé d'y participer, alors qu'on vous a trouvé plutôt constructif pendant ce début de session parlementaire. Pour quelles raisons est-ce que vous n'entrez pas dans ces discussions ? Mais parce qu'il existe déjà des instances qui font ce travail. Quand j'entends Olivier Véran dire que le Conseil national de la rénovation va servir à faire le diagnostic partagé des problèmes de la société française, enfin, d'abord ce verbiage complètement ridicule. Vous savez ce que disait Alfred Sauvy, hein, la démocratie, c'est l'art de se diviser. Moi, je pense que rechercher des espèces de consensus permanents qui aseptisent tous les débats, c'est l'inverse de notre peuple qui a besoin de débattre. Et il y a des instances de débat qui existent dans notre pays. Il y a le Parlement. On voit bien qu'Emmanuel Macron cherche à contourner un Parlement qu'il n'a pas à sa main. C'est ça la réalité. Puis il y a le Conseil économique et social qui existe déjà. Mais il y a peu d'instances qui réunissent les partis politiques, les parlementaires, les élus locaux, les associations, les syndicats, comme le Conseil national de refondation propose de le faire. Oui, mais enfin écoutez, il y a le Conseil économique et social. Vous avez les acteurs du monde associatif, économique et social et environnemental qui existent, et vous avez des chambres élues par les Français qui ont cette légitimité. Les deux sont capables de dialoguer sans aucun problème, elles le font depuis toujours. On voit même que dans les régions, d'ailleurs, les conseils économiques et sociaux participent à la vie des régions. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc toutes ces instances, elles existent. Si c'est pour réinventer la poudre, alors je sais bien qu'il faut toujours confier un peu de responsabilité à François Bayrou, qu'il faut occuper les copains, que c'est très gênant. C'est pour ça pour vous, c'est pour occuper les copains ? Mais c'est surtout aussi parce qu'il n'a pas le Parlement à sa main, il n'a pas l'Assemblée à sa main, ni le Sénat d'ailleurs, et ça lui pose des difficultés. Alors il essaye de contourner. C'est pas responsable et c'est pas courageux. On va terminer en parlant de votre parti, puisque la course à la présidence est lancée. Vous avez fait votre choix, vous, entre Jordan Bardella et Alliot ? Non, moi, j'ai pas encore fait mon choix. J'ai pas parrainé de candidat. Je voterai. Je dirai pour qui je vote. Mais j'ai envie d'abord... Vous le rendrez public ? Oui, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça sera quoi le critère pour faire votre choix ? Il y a plusieurs critères et il se trouve que j'en trouve pour l'instant chez les deux. Il y a à la fois de l'expérience et de la capacité à préparer l'avenir. Mais le vrai critère, pour moi, c'est... et c'est pour ça qu'ils sont tous les deux intéressants, Alliot et Bardella. Et puis bon, c'est bien qu'il y ait le choix. C'est la préparation de 2027, la capacité à organiser notre mouvement pour 2027, à le mettre en état de marche pour accompagner la candidature qui, je l'espère, sera celle de Marine Le Pen. Donc pour vous, il ne faut pas qu'il y ait un autre candidat que Marine Le Pen en 2020. Je pense que c'est la meilleure, donc il n'y a pas de raison d'aller... Elle avait dit qu'elle ne le serait pas. Elle est finalement
revenu sur cette décision? Moi, je crois qu'elle n'a pas terminé sa réflexion, mais je veux être un de ceux qui contribuent à ce que cette réflexion aboutisse à une candidature. Voilà. Moi, en tous les cas, j'encourage Marine Le Pen à continuer ce dialogue très direct qu'elle a avec les Français pour aller ensuite redresser le pays. Est-ce que vous regardez d'un regard attentif ce qui se passe chez les Républicains ? Toujours, je suis toujours attentif à ce qui se passe dans une famille politique que j'ai bien connue, puisque j'en étais... Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la vie du Rassemblement national, selon... Ah mais en revanche, j'y suis attentif, mais je pense que les Républicains, tout comme leur miroir, le Parti Socialiste, ne représentent non seulement pas l'avenir parce qu'ils ne pensent plus rien. Je suis incapable de vous dire ce que pensent les Républicains sur le travail, l'Europe, l'immigration. Vous avez une quantité de sensibilités tellement différentes qu'il n'y a plus de cohésion, puis il n'y a pas d'incarnation. Donc moi je pense... Eux aussi, ils ont une course à la présidence est lancée, ils auront un nouveau chef au mois de décembre. Oui, mais très bien, sauf qu'ils ne pensent rien. Je veux dire, à part dire nous sommes la droite, c'est un peu court. Vous êtes la droite, mais vous êtes morts. C'est ça la réalité. Ils sont morts? Pour vous, la droite est morte aujourd'hui? Les Républicains. Les valeurs portées par la droite ou les valeurs portées par la gauche, aujourd'hui, elles sont réparties équitablement sur l'échiquier politique. Les valeurs, les histoires des partis politiques, ce qu'ils représentent, sont répartis sur l'échiquier politique. Mais les Républicains, en tant que tels, oui, ils sont morts, oui. Est-ce que le Rassemblement national aussi doit évoluer ? Mais bien sûr, vous savez, les outils politiques sont faits pour évoluer, pour s'améliorer. On ne parle pas des mêmes partis. Aujourd'hui, on ne parle pas de la SFIO, on ne parle pas du Parti républicain, etc. Je veux dire, bien sûr que les... Ça veut dire qu'il faut changer de nom, encore une fois, que le Rassemblement national doit changer de nom? Non, je n'ai pas le sentiment que notre nom pose problème. Je crois même qu'il est assez fédérateur. En revanche, est-ce que vous avez vu, on a évolué déjà. On va vers plus de démocratie interne. On a 2 candidats. C'est pas le cas à la France Insoumise. Même Clémentine Autain déplorait que ce soit complètement verrouillé par un petit club d'amis de Jean-Luc Mélenchon. Donc nous, on est un parti politique mature. On a des élections internes, mais on doit encore aller plus loin. Mais sauf que vous dites que Marine Le Pen doit être candidate en 2027. C'est-à-dire que le Rassemblement national, il ne peut pas dépasser le nom Le Pen pour vous? Je pense que c'est la meilleure. Sincèrement, si je trouvais qu'un autre candidat avait le niveau et la capacité qu'a Marine Le Pen pour incarner cette fonction présidentielle... Et Jordan Bardella ou Louis Alliot, ils n'ont pas ce niveau? Non, je crois que c'est Marine Le Pen qui est la plus solide, la plus expérimentée, la plus capée. Et je crois que sa relation avec les Français, elle est unique. Est-ce que la vocation du Rassemblement national aujourd'hui, c'est d'occuper tout l'espace à droite et de supplanter la place des Républicains? Je ne sais pas ce que ça veut dire occuper l'espace à droite, parce que je pense que... Tout l'espace à droite. Oui, mais je pense que la droite et la gauche, je vous le disais, sont des notions qui pour moi sont dépassées. Donc c'est d'occuper en tous les cas tout l'espace populaire, patriote, souverainiste. Oui, parce que nous l'incarnons le mieux face à Macron qui occupe l'espace néolibéral et européiste. Merci Sébastien Chenu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.